Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette présentation qui a été présentée durant le séminaire du département Oasis à l'IETR. Donc je vais vous parler de mes avancements sur les recherches, qui est sur le design d'un système pour mesurer et reproduire les traces hydrodynamiques pour les interactions sociales sur les poissons. Donc je vais me présenter très rapidement. Donc moi je suis Corentin Porcon, je suis en deuxième année de thèse à l'UNS Rennes, sous la supervision de Florence Razan et Gervan Jodin. Donc mon profil est plus sur le développement de systèmes électroniques. Donc le plan de cette présentation va commencer par un contexte et des objectifs globaux et notamment sur ma thèse. Ensuite, la méthode de comment j'ai développé et pourquoi ce système pour mesurer. Ensuite, on va voir comment j'ai analysé les données de mesure. Ensuite, on va présenter le modèle de pression que j'ai développé. Et on va finir sur une conclusion et une perspective. Donc le contexte qui est général, qui a été posé par le zoologue de l'Université de Cambridge, c'est est-ce que les traces hydrodynamiques sont utilisées pour la prédation chez les animaux marins. Donc là sur cette figure, on peut voir un passage d'un poisson et derrière lui, on va avoir des perturbations. Donc il va y avoir deux paramètres principaux sur ces perturbations, ce sont la vorticité et la variation de pression, qui sont plus ou moins liés. Donc le contexte de ce projet global qui est un projet HFSP tourne autour de l'Université de Cambridge avec James Overhead, qui est zoologue, qui étudie donc les comportements des poissons. Ensuite, on va avoir à l'Université de Westlake Disha Chan, qui va être plus spécialisé en hydrodynamisme. Et pour finir, nous, avec Gervan Jodin, sur l'électronique et l'intelligence artificielle. Donc, pour les contextes scientifiques, notamment avec ma thèse, c'est la question principale, c'est comment le poisson peut percevoir ces traces hydrodynamiques. Donc, en faisant un état de l'art, on cherchait à comment les poissons peuvent ressentir ces traces. Donc, en recherchant, on a pu voir que le poisson est recouvert sur son corps de capteurs sensoriels. Donc, ce sont appelés neuromastes. Donc, avec ces neuromastes, ils peuvent détecter la variation de pression et la vorticité. Ensuite, en figure 3, on a pu voir une expérience où il y a eu un passage d'un poisson dans un couloir et ils ont enregistré via une PIV la vorticité de l'eau et on a pu voir que l'eau génère des perturbations 5 minutes après le passage du poisson. Donc, ce qui prouve que ces traces peuvent être persistantes dans le temps, jusqu'à 5 minutes. Et ensuite, on va avoir en figure 4 donc une expérience qui a été faite. Donc c'est dans la bocale, dans totale obscurité, où ils ont placé une proie. Ensuite, ils ont lâché un prédateur et voir comment le prédateur arrive à attraper sa proie dans l'obscurité. Donc ces expériences ont montré que le prédateur arrivait à récupérer la proie en faisant un tracé de ses trajectoires. Et on peut voir qu'à partir d'un moment, il suit exactement l'ancien passage de la proie, qui prouve que le prédateur arrive à détecter le poisson. Mais cette expérience montre simplement qu'il y arrive, mais pas comment. Donc nous, ce qu'on va chercher à expliquer, c'est est-ce que c'est vraiment des traces hydrodynamiques où le prédateur arrive à utiliser, ou alors ça pourrait être autre chose comme des sortes de traces chimiques, comme une odeur, quelque chose autre. Ensuite, on va avoir, toujours sur ma partie, ici on va avoir le projet global du projet. Et moi, on va retrouver ma partie en vert, donc, qui est donc de réaliser
un instrument de mesure, donc avec un réseau de capteurs pour détecter des variations de pression. On sait qu'il y a plusieurs technologies pour mesurer ou détecter ces traces hydrodynamiques. On va avoir plusieurs conditions, nous, dans nos expériences. La première, la plus fondamentale, c'est qu'on ne veut pas être intrusif ni invasif pour le poisson. Donc ceci élimine notamment pour l'APIV. Donc l'APIV, c'est un laser qu'on vient placer dans la surface à mesurer. Ensuite, on vient mettre des particules fines. Donc ces particules peuvent être nocives pour le poisson. Et donc on ne pourra pas utiliser malheureusement cette technique. Ensuite, on a besoin d'une grande densité de mesure. Donc ceci implique forcément avoir une densité assez dense pour avoir de bonnes données assez conséquentes. Ensuite, on va avoir besoin d'une précision. Forcément, les variations de pression ou de perturbation générées par le poisson sont assez minimes. Il va falloir un système capable de mesurer ces petites traces. Et ensuite, on va avoir forcément le coût de ce système qui doit être cohérent avec notre budget. Donc, il existe donc 3 technologies. Donc, l'APIV. Donc, le problème avec l'APIV, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, ça peut être invasif pour le poisson. Et de plus, les PIV sont mesurés avec des caméras haute résolution et à haute vitesse qui génèrent une quantité de données très importante. Faire un grand nombre d'expériences qui durent très longtemps. Et pour ceci, ça pourrait être de plus contraignant. Ensuite, on va avoir l'hydrophone. Donc, le gros point fort de l'hydrophone, ça va être sa précision. Donc, il arrive à détecter des pressions très minimes, donc dites pression acoustique. Donc c'est son grand point fort. Malheureusement, on ne va pas pouvoir multiplier ces capteurs à cause de son coût. On parle de plusieurs milliers d'euros par capteur. Nous, on aimerait finir sur un réseau de capteurs de plus d'une centaine de capteurs. Et ensuite, du coup, on va avoir le capteur de pression, donc qui coche pas mal de cases. Donc notamment le fait qu'on va pouvoir en rajouter un grand nombre grâce à son coût et sa technologie assez simple. Ensuite, la précision de ce genre de capteur est suffisante pour notre cas d'application. Donc c'est sur ce choix de technologie qu'on va continuer. Donc une fois qu'on a fait ce choix, on va regarder mais qu'est-ce qui existe comme capteur de pression. Donc il existe 3 types. Donc le premier qui est l'absolu, qui donne la pression à partir du zéro absolu. Ensuite on va avoir le capteur relatif qui va donner la pression par rapport à notre pression atmosphérique, que je rappelle aux alentours des 100 kPa. Et ensuite on a le dernier, le différentiel. Celui-ci a une particularité, c'est d'avoir ces 2 entrées et donne la différence de pression entre ces 2 entrées. Donc le gros point fort de ce différentiel, c'est que en plaçant d'une manière stratégique, on peut annuler des composantes qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire les composantes statiques. Donc la pression atmosphérique, donc on descend directement des 100 kPa, et on va pouvoir aussi supprimer la pression hydrostatique due à la hauteur d'eau, donc qui est PROH dans la formule. Donc on va garder que notre pression dynamique, celle qui nous intéresse. Donc c'est pour ça on va choisir ce type de capteur. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce choix de type de capteur, on va estimer quel type de pression on va devoir mesurer. Donc d'après les papiers scientifiques, on a pu récupérer la vorticité d'un passage de poisson d'une dizaine de centimètres, comme ceux qui vont être utilisés durant nos expériences. Donc on a pu donc calculer la pression
estimé, donc qui est aux alentours de 3,2 pascal à 20 pascal d'après ses estimations. Donc on va avoir, suite à ces données, on va pouvoir faire un choix sur nos capteurs. Donc on a choisi un capteur de chez TE Connectivity qui a une plage de -500 à 500 pascal, répondant très clairement à ce qu'est des charges, et avoir une précision de 0,2 pascal. Ensuite, une fois qu'on a reçu ces premiers capteurs, on a fait un premier système prototype pour valider ces capteurs. Donc ces capteurs qui sont reliés de manière analogique à une carte d'acquisition de chez National Instruments qui échantillonne ces données à 500 Hz. Ensuite, toutes ces expériences vont être filmées et donc on va récupérer les données de synchronisation grâce à la trigger box qui vont être renvoyées aussi sur la carte d'acquisition de chez National Instruments. Tout ça renvoyé vers un ordinateur qui récupère toutes les données dans un tableau en format TDMS, donc un format spécifique à National Instruments. Donc une fois que ce premier prototype a été réalisé, nous avons fait un grand nombre d'expériences à l'Université de Cambridge avec de véritables poissons. Donc suite à ces expériences, on a pu se rendre compte que nous arrivions à détecter du coup le passage du poisson avec de bonnes caractéristiques, ce qui nous a donc poussé à garder ces capteurs. Donc ensuite, en parallèle, on va avoir un autre doctorant qui travaille sur le même projet, mais lui avec un jumeau numérique. Donc on a pu comparer nos résultats. Donc on peut trouver une bonne similitude entre ces résultats et les miennes. Donc forcément, il y a quelques différences, notamment le jumeau numérique qui fonctionne en 2 dimensions. Ensuite, c'est de la reconnaissance de forme, donc, qui n'est pas parfaite à la réalité. On peut avoir aussi des problèmes sur le calcul mathématique simplifié de sa simulation. Et ensuite, une fois qu'on avait cette grande base de données, donc avec les capteurs de pression, les vidéos, il fallait analyser toutes ces données. Puis à la demande du coup du zoologue de l'Université de Cambridge, j'ai réalisé un outil d'analyse qui prend en entrée du coup les vidéos, les données de tous les capteurs de pression, et ainsi que la détection du poisson. Donc grâce à tout ça, on a pu faire des statistiques sur les amplitudes de pression par rapport à la vitesse, faire une bonne base de données basée sur des statistiques. Donc ensuite, avec ces données de position du poisson, j'ai voulu faire un modèle de pression, remplacer le poisson par un cylindre afin de voir l'impact que peut avoir le poisson. Donc c'est un modèle très simplifié qui donne en sortie la pression. Donc ici sur ces figures, on peut voir qu'on a remplacé du coup le poisson par un cylindre, donc on peut voir en bleu. Et j'ai tracé les courbes du passage du poisson et la simulation de mon modèle précédemment montré. Donc on peut voir que la différence se fait notamment sur une deuxième dépression suite au passage de poisson avec le passage de la queue. Donc on peut retrouver des bonnes similitudes notamment sur la première dépression et ensuite une différence forcément avec la longueur du poisson et sa queue qui peut revenir taper contre le capteur. Donc l'étape d'après pour ce système, c'est de placer un grand nombre de capteurs dans un bassin, générer des trajectoires d'un cylindre et réussir à déterminer sa position grâce au capteur de pression.
Donc pour conclure, je vais parler de les perspectives. Donc là aujourd'hui on est sur l'élaboration d'un gros réseau de capteurs, à plus d'une centaine de capteurs, donc sans fil. Donc on aura tout au long de notre bassin, sur les parois, une centaine de capteurs distancés de 5 cm. Donc ce 5 cm vient par rapport à la longueur du poisson qui est entre 10 et 15, et nous souhaitons avoir à tout moment minimum 2 capteurs devant le poisson. Il faut imaginer sur chaque PCB qu'on a 8 capteurs de pression reliés à un ESP32 qui dialogue en Wi-Fi via une Raspberry qui fait serveur, qui va enregistrer toutes les données, et à une fréquence d'échantillonnage à 200 Hz. Ensuite, pour la partie de génération de perturbations hydrodynamiques, nous sommes en train de mettre au point un robot cartésien 4 axes, donc X, Y, Z et rotation sur Z pour générer les mouvements de queue autour de notre bassin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous invite à aller voir d'autres vidéos du même projet